Bonsoir. Bonsoir. J'ai une petite couette, on dirait. Ouais, ça commence à être long un peu, là. Ah ouais, tu trouves, hein? Ouais. J'aurais dû y aller avant de faire mon périple. Oui. Parce que ce que j'ai vécu dans la grosse brune, je suis sur le point de le revivre. N'est-ce pas? Oui, et en fait, ce que tu as vécu dans une camionnette rouge et blanche des années 70, Je tu vais es le prêt de revivre. le revivre dans une camionnette rouge et blanche des années 70. Oh, petit indice. Ça s'appelle la route 66. On va y revenir un peu plus tard. En attendant, Germain, bonsoir à tout le monde. Dominique Malo, fidèle auditeur qui est avec nous. Éric Dion, bonsoir. Et on a un fidèle auditeur qui est là chaque semaine, mais qui nous écoute probablement en reprise, mais qui est très, très assidu. On salue M. Bérubé, qui nous écrit, qui nous écoute chaque semaine. Alors, OK. bonsoir. Et bien sûr, Paul Simons qui est avec nous. Oui. Je pense qu'on peut le dire. 20 juillet prochain. Alors, ça sera un live assez particulier, puisqu'on va le faire en direct de chez Kenny Youpool. Je m'arrangerai pour ne pas être en vacances. C'est ça. On va le faire en direct de chez Kenny Youpool. On va organiser quelque chose d'un peu spécial. Il y aura un rassemblement de voitures qui va précéder et qui va suivre notre live Facebook. Je pense que les gens de chez Kenny Youpool vont organiser un petit hot dog et des trucs de même, là. Pas de pression, mon Paul, mais tu passeras le balai dans le cours. Mais Paul qui a servi des beignes et du café cet hiver pour aider les gens qui allaient démancher, ouais, démonter des pièces sur des voitures pendant qu'il faisait très froid. Alors, je pense qu'il va être capable de trouver un moyen de faire cuire des saucisses et du pain et de garder de la liqueur au froid. Mais Kenny Youpool qui a le projet en ce moment de retaper c'est une Dodge Shadow, hein, je crois. Il y a quelques photos qui ont été publiées aujourd'hui. Une voiture qui était rendue dans la cour de recyclage, montée sur 4 blocs. Et finalement, Paul a levé la main et a dit... Une Shadow, ça me semble un bon projet. Ça me semble... Ce qui, à une autre époque, aurait été totalement superflu. Puis là, on trouve que c'est une curiosité. Moi, c'est ça. Je trouve pas que c'est très curieux, mais... Ouais, on va voir, à suivre. Steve Casey qui est avec nous, Edric qui est avec nous, David Gautreau, bonjour. Alors, on va revenir sur... évidemment, on vous donnera un peu plus de détails sur comment on va faire ça avec les gens de Kenny Youpool. Comment ça va se dérouler. Ah, il dit que c'est une Plymouth Sundance 92. Bon. Alors, on vous donnera les détails là-dessus. Puis, évidemment, on va revenir sur mon petit projet de la route 66 Express que je m'apprête à faire. Mais en attendant, ta question du jour étant... Quel est le modèle de Pontiac qui a été remis pendant l'émission d'Oprah Winfrey? Oh my God. Elle donnait tout à tout le monde, elle. Mais à un moment donné, elle a donné plusieurs dizaines de Pontiac dans le cadre d'une même émission. De quel modèle s'agit-il? J'ai aucune idée. Tu n'étais pas un adepte de l'émission d'après-midi américaine? Non, je m'excuse. Ah, juste avant. Je l'ai manqué, celle-là. Juste avant ou après Dr. Phil? OK. Non? Ben non, parce que moi, j'écoutais Les Feux de l'amour. Ah, d'accord. C'est ça. OK. Est-ce qu'on peut voir ce qui est écrit sur ta tasse de café? Oui, absolument. Voilà. C'est pas pire, hein? Oui. Puis là, je la tiens délicatement parce qu'elle est chaude. Oui. Et je tiens à te mentionner que sur le dash de Grosse Brune 2, parce que vous aurez remarqué qu'on n'est pas encore dans ma Grosse Brune officielle, on est un peu là. On est large, puis on l'a pas sorti du garage, puis bon. L'autre Grosse Brune est stationnée dans la cour, mais bref. Ce que je voulais mentionner, c'est que la planche de bord de la dite Chrysler E-Baron Town & Country 1980 est capable de prendre une tasse à café. Là, il y a toutes sortes de réponses de Pontiac qui sortent. Hein? Par exemple, avec la tasse, non. Faut pas rouler trop vite. Ah ben écoute, d'après moi, il y a bien des gens qui sont au courant parce que la même réponse revient. Bon. Ouais, c'est ça. Okay. J'ai 6 raisons de croire que les gens ont raison. Mais on verra à la fin. Hein? Elle est excellente. Ouais. Ah, Luc Lanier qui nous demande pourquoi on appelle ça une E-Baron. En fait, c'est que sur le haillon à l'arrière... On va y montrer. Ah, vas-y. On va vous le dire pourquoi. Je bouge pas. Ah non, bouge pas, là. Alors, est-ce qu'on le voit ici? Oui. C'est pour ça. C'est parce que le L est arraché. Alors, on la surnomme affectueusement la E-Baron.
Énigme maintenant réalisée. On fait ça comme ça. Et c'est aussi un clin d'œil aux véhicules électriques qui ont des fois le suffixe ou le préfixe E pour le symbole électrique. Mais là, le Baron est tout sauf électrique. Ouais. Mais, elle a une antenne électrique, cela dit. Oui. Oui. Il y a un chronomètre. Jeffrey qui est avec nous, Danny qui est avec nous, bonsoir. Alors, ta réponse étant pas mal, je te dirais. Oui, les gens le voient, c'était la Pontiac G6. Oui. Des berlines Pontiac G6. Oui. J'ai une anecdote concernant la Pontiac G6. Ah, et je pense que je la connais pas, alors. Non? Je vais t'écouter. Lorsque GM a annoncé sa faillite officielle, je mettais à l'essai une Pontiac G6 4 cylindres 2009. C'est la dernière voiture Pontiac média qui a été conduite au Canada parce que cette semaine-là, j'étais le seul à l'échelle canadienne à mettre à l'essai une Pontiac. T'avais un excellent sens du timing quand Ouais. même. Et on m'a téléphoné le matin même pour me dire tu dois rapporter la voiture immédiatement. Pas cet après-midi, pas demain, immédiatement. Alors, c'est une berline G6 4 cylindres, gris-argent, rien de compliqué. Véhicule de location typique. C'est ça. Qui allait pas si mal. C'était loin d'être vilain comme auto, pour vrai. Puis j'agissais pas le look. Puis... T'es un peu sensible à la rouille, non? Bon, oui, mais pas quand il était neuf. Ah, d'accord. Mais là, le modèle avait quelques années, là, quand on était rendu à la fermeture de Pontiac, là. Les défauts étaient ressortis. G6 a été lancé en 2005, puis on était rendu en 2009. Ouais. Mais bref, les alors... premières avaient eu le temps de mal vieillir. Oh, ouais, c'est ça. J'ai rapporté la voiture chez GM à la zone sur l'autoroute transcanadienne dans le West Island, remis les clés. Il y avait pas l'ambiance à la fête ce matin-là dans les bureaux de GM, je peux te dire ça. Non. Mais je me souviens très bien d'avoir remis les clés, d'avoir quitté en me disant c'était la dernière Pontiac neuve que je conduisais de ma vie. Et pourquoi voulait-il la revoir si rapidement? Parce que la marque Pontiac était morte. Oui, C'était officiellement annoncé. Mais si tu l'avais ramené le lendemain, ça aurait rien changé. Là. Ben, j'aurais pu, peut-être, faire du contenu par la suite avec un angle différent qu'il n'aurait pas voulu voir. Alors que là, on me laissait même pas le temps de le faire, tu sais. Wow. C'est peut-être un peu ça. Fait que, bon, évidemment, de faire des vidéos instantanées en 2009, c'était peut-être un peu moins courant qu'aujourd'hui, là. Ouais, les stories Instagram, Il c'était n'avait plus rare. pas plus rare, ouais, c'est ça. C'est des TikTok, pas tant. Non. Mais Toujours pas tant, en fait. c'est ça, toujours pas tant. Fait que voilà. Toi, tu voulais nous parler du marché Épicure. Hey, c'est une belle exposition. Je n'y étais pas hier soir. Je vous invite à aller vous abonner à la page Facebook du Épicure Market ou je sais pas comment il l'appelle, Épicure Classique. L'épicerie Épicure sur la rue Paré à Montréal. Et l'événement s'appelle Épicure Classique. Ça rassemble des véhicules des années 70, mais surtout 80-90. Ouais. Et ils organisent ponctuellement. Des fois, c'est le soir en la semaine. Des fois, c'est le dimanche. C'est assez random. Oui. Donc, j'ai l'impression qu'ils regardent les prévisions météo. Et quand ils annoncent beau, ben ils organisent l'événement. C'est un stationnement de taille moyenne. Là, c'est pas grand comme un Walmart. Fait que on peut remplir ça assez rapidement. Et ben hier, il y avait un événement, très, très, très belle qualité de voiture sur place. Okay. Il y avait une Subaru 22B. Donc, quand on la regarde, c'est très niché, là, j'en conviens. Ouais. Quand on la regarde, ça a l'air d'une 2.5 RS, entre guillemets, ordinaire. Mais plus tu la regardes de près, puis plus tu comprends que ça a l'air un peu particulier. Et ben, c'est une édition limitée à 400 exemplaires. Sur Bring a Trailer, ça se vend à 300 000 $ américains. Tu sais, c'est complètement absurde. Il y en avait une sur place. Il y a quelqu'un qu'on connaît qui est arrivé avec une Honda S2000, dernière année de production, 2009, qui avait 13 000 km. Wow. La voiture avait... Une CR? Je penserais pas, non, okay. Mais oui, toujours est-il que le véhicule avait l'air littéralement neuf. Il y a une Dino qui est arrivée. Oh, la fameuse Ferrari qui n'a pas qui n'est pas une Ferrari. Qui les écussons ni les emblèmes, mais qui, dans mon cœur, ça demeure une Ferrari. Ben oui. Bleue, elle était magnifique.
Bref, il y avait une très, très belle qualité de véhicules Okay. sur place. Il y avait une douzaine de Miata aussi. Tu sais, ça donne une idée comme quoi c'est varié comme environnement. Et t'as manqué un bel événement. Ouais. Et quand est venu le temps de quitter l'endroit, ben on a été pris... Oui, qu'est-ce que tu allais... Non, c'est parce que je regardais, il y a David qui dit que le propriétaire de Lombardia Honda a une S2000 CR bleue. OK. OK. Ouais, Les CR, c'est... Il y a quelques propriétaires de concessions Honda qui visiblement sont passionnés de la marque parce que je pense que c'est Excel Honda aussi Ouais. qui a quelques Honda Prélude véhicules, 91, une CRX 87, ouais. des beaux véhicules, enfin. Et la semaine dernière, on parlait de la ville de Montréal qui donnait de la misère à l'automobile et aux passionnés d'automobile. Ouais. Ben, hier soir, en partant de ce stationnement-là, qui est essentiellement l'autre bord de la rue de Laurent-Julep, là, Ouais. pour situer les gens. Instinctivement, je viens pour aller emprunter l'autoroute métropolitaine. Fermée. Surprise, elle était fermée. Il était 22h30 à peu Ouais. près, là, on s'entend, pas en plein milieu de la nuit. 22h30, hop, l'autoroute métropolitaine fermée. Je me rends jusqu'à Marcel-Lorrain, je fais demi-tour, je me dis je vais prendre une décarie, me rendre jusqu'à l'autoroute Ville-Marie et poursuivre ensuite sur Notre-Dame. Et là, c'était pare-choc à pare-choc sur l'autoroute des Caries. Il y avait rien à faire. J'essayais de suivre sur mon téléphone qu'est-ce qui se passait parce que évidemment, hein, il y avait aucun affichage, il y avait rien pour indiquer ce qui se passait. Je me disais, c'est sans doute un accident. Bon, pour finalement arriver et voir des camions qui passaient le balai mécanique sur Décarie à 22h30. C'était génial. Moi, je suis parti de Saint-Jean-sur-Richelieu. Deux voies et demie là, de bloquer. Ils occupaient l'accotement aussi là, pour passer le balai mécanique. Le bouchon était monstre. Ça n'avait aucun bon sens. Et on est dans la montée de lait, là. Je me permets une petite mention spéciale à l'employé du ministère des Transports qui, lui, se pensait visiblement plus important que tout le monde. Et avec ses clignotants orange, a évidemment évité le bouchon, a coupé au dernier instant. Puis tout le monde le laissait passer. Évidemment, il y avait ses clignotants orange. On se disait qu'il allait faire la circulation ou mettre des comptes, faire quelque chose. Non. Il a poursuivi son chemin sans jamais s'arrêter, sans rien faire et se remettre après ça dans la voie de circulation comme si de rien n'était. Fait qu'il a nui à tout le monde en forçant tout le monde à se tasser pour finalement ne jamais rien faire sur ce chantier. Est-ce qu'on peut appeler ça un chantier? Un nettoyage d'autoroute avec un balai mécanique? Je ne sais pas. Mais bref, c'était le chaos le plus total. C'est décourageant. Si tu peux pas prendre la 40, puis tu peux pas prendre le Décarie, tu vas faire quoi? Je vais m'en retourner en métro puis mettre mon auto dans mes poches? Hier soir, moi, je suis parti de la Rive-Sud. Oui. J'ai dû prendre le pont Champlain. À partir de Tachereau, oui, c'était fermé. Bon. Jusqu'à l'embouchure du pont Champlain, oui, sur lequel on faisait des travaux. J'ai juste une question. Pourquoi fermer? Il est pas neuf, ce pont-là? Ouais. Qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est une excellente question. Là. Il est flambant neuf. Là. S'il y a un endroit au Québec où il n'y a pas besoin de travaux, bordel, c'est le pont Champlain. Vous avez fait des travaux pendant 20 ans sur un pont qui est en train de tomber. Là, à cette heure qui est neuf. Mais je me dis au moins, c'était coordonné avec le tunnel et le tunnel était ouvert dans les deux directions. Ah non, le tunnel était fermé dans les deux directions. Alors moi, après ça, j'ai pris le pont Champlain. Comme toi, j'ai constaté la fermeture sur Décarie, puis la fermeture de la 40. Il n'y a rien qui allait hier. Ce qui m'a forcé à prendre la 40 ouest, d'aller prendre la 13 nord, faire un détour épouvantable pour finalement réussir. Il n'y a rien qui allait bien hier. Rien. Éric, il dit le REM, Antoine. Oui, j'ai bien hâte de voir ça. J'ai bien hâte de voir ça. Ben c'est ça, tu sais. Ça et Paul Simons qui est heureux de nous mentionner que Mylène est de retour. Ah, bonsoir. Bonsoir. Antoine Dalpé, bonsoir, bienvenue parmi nous. Alors, petite montée de lait, mon Germain, mais bref, Épicure, c'était cool. Tout est fermé, on est coincé sur notre île, on peut plus rien faire.
C'est vraiment compliqué. Et Serge Gagnon qui nous demande si on veut être chroniqueur de circulation à temps perdu. On va laisser ça à notre collègue Philippe Laguille. oui, puis qui a beaucoup de patience parce que j'aurais la veine ici un peu gonflée en permanence et le teint pas mal plus rouge là. Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Fait que, et puis il y en a un qui dit, puis là t'arrives à l'aéroport d'Orval et... Ah ben là, veux-tu qu'on en parle? Non, c'est correct. Okay. Déjà que je vais me le clencher demain matin, faut que j'arrive 2 heures plus tôt que t'as l'habitude parce que je sais pas ce qui m'attend. Ben non, c'est une boîte à surprise. Ouais, c'est ça, exactement. C'est une boîte à surprise. Enfin, mais on en parlait la semaine dernière, tu sais. Moi, je l'aime Montréal, je suis né ici, je vis à Montréal, je travaille à Montréal. Mais là, s'il te plaît, aide-nous un peu à t'aimer, là, parce que ça ne fonctionne pas. Non. Ça ne fonctionne absolument pas. Il y a le commerce de photographie, je sais que tu as fréquenté à quelques reprises. J'y suis déjà allé aussi quelques fois. L'Ozo sur Saint-Hubert qui annonçait aujourd'hui sa fermeture définitive. Quoi? Ben, je pensais que tu avais... Je ne savais pas. Oui, l'Ozo a fermé hier définitivement ses portes. Et on explique ça comment? Ben, une baisse de l'achalandage des piétons, hein, parce que l'achalandage des piétons aussi diminue, là, ça n'a pas de sens, parce qu'on a... Es-tu sérieux? Tu m'apprends quelque chose? La réfection de la promenade Saint-Hubert, qui était en travaux longtemps. Tout le secteur autour est en travaux. C'est impraticable. Alors, on a fait quoi? Ben, on a fermé, puis on s'est dit qu'on allait avoir une plateforme en ligne pour vendre éventuellement. Donc, voilà. Un commerce qui a plus de 100 ans. J'ai pas le choix de comprendre. Ben, bien parce sûr. que même moi, je dois dire que chez L'Ozo, écoute, tu m'annonces ça, j'ai acheté plusieurs trucs là-bas. Puis, tu sais, je me suis équipé souvent chez L'Ozo, mais tout récemment, j'ai fait, hey, j'irai pas en ville. J'étais allé chez Gosselin à Laval, puis j'ai eu un bon service. C'est dommage parce que c'est un réflexe qu'on pouvait avoir effectivement, parce que l'environnement autour de ce magasin-là. Oui, mais prenez les transports en commun. Hey. Mais le problème, en bon français, là, crissez-moi patience, je vais aller m'acheter une pièce de caméra, j'ai besoin. L'Ozo, c'était une référence. J'en suis profondément désolé. Je sais que ça avait été acheté par Henry's. Oui, exactement. Henry's, qui est un équivalent ontarien. Il y avait eu un jumelage entre les deux. Probablement qu'ils ont fait, hey, c'est pas gérable, notre rendement est pas bon comme à Toronto, puis je sais pas, j'ai aucune idée, là. Et tu m'annonces ça comme ça. Mais Et le problème avec ces commerces-là, c'est qu'on ne peut pas se baser. C'est pas un petit café qui se base sur les clients qui vivent dans le même quadrilatère, là. On veut desservir la province au complet. Jocelyn Hardy nous dit que ça faisait 93 ans que ça existait. Ouais, ben voilà. Mais c'est Henry's qui est encore un petit peu plus vieux, là. On parle de 1907. OK. Fait que, c'est fait. Incroyable. Mais c'est ça. Ce sera le début de combien d'autres, je sais pas. Mais voilà. Alors Montréal, je sais pas. Alex Toyota qui a déménagé du plateau. Oui, à Huntsic. Hein? Ils sont rendus sur la voie de service du métro. Ils ont racheté un ancien Mazda Papineau, là. Oui. Mais quand je suis passé la dernière fois, la cour était pleine de véhicules d'occasion. Je trouve ça drôle que, moi j'aimais ça qu'il y ait des concessionnaires de quartier, tu sais. Mais comment veux-tu opérer avec un commerce de véhicules dans un environnement où on fait ça à l'automobile? Veux-tu quelque chose de quand même encore plus contradictoire que ça? J'écoute. La plus grosse école de mécanique automobile au Canada est en plein cœur du plateau Montréal, Saint-Denis-Saint-Grégoire. Je sais très bien. On a fait un live, là, il y a 1 an, peut-être. Oui, probablement. Exactement 1 an. Et je ne pouvais pas accéder à l'endroit. C'est ça. Je t'ai appelé puis j'ai dit, je suis là, autour, mais je ne peux pas accéder à l'endroit. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun bon sens. C'est décourageant. Fait que, voilà. Voilà. Bon, là, évidemment, j'ai vu passer quelques commentaires. Là, il y a des gens qui veulent, qui voulaient entendre parler de Goodwood, parce que j'arrive du Festival of Speed de Goodwood. Je peux vous en parler tout de suite. Ça n'a pas bronzé beaucoup.
Non, mais là-bas, il y avait du nuage un peu. Oui, c'était ça. Mais tu sais, En Angleterre, on est réputé pour... Ouais, c'est ça. C'est ça. Il y avait un peu de nuages, mais en même temps, on était chanceux dans notre malchance. Ben, on était chanceux parce que la météo a pas joué contre nous non plus. Là, il y a plus 10 minutes, là, puis c'est tout. Là, fait que vraiment, c'était parfait. D'ailleurs, on consacrera un bloc là, de 20 ou 25 minutes complet à cet événement-là, Goodwood, à l'émission de radio du Guide de l'Auto, samedi 10h sur Cube. Voilà. Ah, j'en ai parlé ce midi avec Alexandre Dubé. Vous aurez une capsule sur Goodwood que j'ai faite avec Mathieu Roy pour le site du Guide de l'Auto. J'aurai une chronique en fin de semaine dans le Journal de Montréal sur le kiosque Porsche que j'ai vu là-bas. Et Marc qui me souhaite maire de Montréal. Pauvre Marc, si vous saviez comment ça n'arrivera jamais. Non. C'est moi, je ne suis pas un Montréalais, contrairement à Germain, et ce n'est jamais une ville que j'ai particulièrement aimée. Plus jeune, oui, mais je n'ai pas le choix aujourd'hui de constater que Montréal est en dégringolade depuis 20 ans. Puis, moi, j'ai étudié en Ontario où j'ai découvert la ville de Toronto dans un état lamentable qui... Bon, malgré l'étalement urbain, malgré l'horreur des quartiers de ciment qu'ils ont bâtis, le centre-ville de Toronto s'est beaucoup amélioré. C'est devenu une belle ville attrayante. Le centre-ville de Toronto, pour moi, c'est un Griffintown. C'est des tours à condos, puis c'est tout. Mais mais il y a quand même, il y a des beaux quartiers, il y a des endroits avec des beaux restos, il y a du beau nightlife. Oui, on s'est forcé pour faire quelque chose. Montréal, c'est des cons d'orange. Des travaux, des nids de poules, le bordel, des contraintes tout le temps. Ouais. Le sac à dos, Mylène qui dit, le sac à dos d'Antoine contenait 3 voitures selon moi. Ça veut dire quoi? J'ai ramené des voitures de Goodwood? Non, mais t'as fait un vidéo pendant que t'étais à Goodwood avec un sac à dos d'écolier sur les épaules. Puis il avait l'air bien plein. Ben, j'avais des micros, j'avais des équipements, de la caméra, mon laptop, des trucs. Parce que, bon, je vais commencer par parler de Goodwood. C'est une bonne observation. Oui, j'ai mis des petites vidéos. Qu'est-ce que Goodwood? Bon, Goodwood, et à la base, c'est un circuit de course qui est situé à 90 minutes au sud-est de Londres. Okay. Et c'est un circuit qui a été racheté par un richissime personnage qui voulait y tenir des courses automobiles. Il n'a pas eu les permis pour le faire, alors lui a décidé tout simplement d'acheter toutes les terres avoisinantes pour se faire un immense lot, parce qu'il y a pas mal plus peur de la fin du monde que de la fin du mois. Et a décidé de tenir un événement sur ces terrains-là sans nécessairement changer l'architecture, ce qui est parfait parce qu'il y a un cachet extraordinaire. Mais l'événement a rapidement pris de l'ampleur au point où là, finalement, il y a tous les permis et il peut faire à peu près ce qu'il veut. Et c'est un événement mondial, c'est-à-dire que il y a des gens d'un peu partout qui vont s'y présenter. Il y a plus de 50 000 visiteurs par jour qui vont là. Ça se tient sur 3 jours. Puis là, on parle juste de visiteurs. Oui, parce qu'il y a des invités. Des manufacturiers, il y a des invités, il y a des exposants, bref. Mais à l'inverse de certains événements privés qui ont lieu aux États-Unis, comme le festival de Cobble Beach, comme le concours d'élégance de Pebble Beach, où ça, c'est sur invitation seulement. Là, tu peux y aller en tant que personne du public. Et est-ce que c'est hors de prix d'y accéder? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Je veux dire, j'ai pas le prix là, mais entrer sur le site, ça coûte pas 300 $. Okay. C'est pas. Alors, mais par contre, tu sais, c'est une expérience unique là, parce que tu arrives sur place puis tu sais pas par où commencer. Il y a tellement de trucs à voir. Bon, à la base, il y a ce qu'on appelle le hill climb, un chemin d'à peu près 2 kilomètres, peut-être un peu moins, où les gens vont arriver puis vont faire une espèce de course pour battre un temps. Mais c'est une course contre la montre. Une course contre la montre, tu sais, pour battre le record de vitesse un à la fois. Mais en même temps, c'est un show pour montrer ta voiture. Alors, pour vous donner une idée, tu peux systématiquement voir passer la nouvelle Ferrari 296 GTB, une Renault 5 Turbo 2 Groupe B des années 80, une Corvette C6 qui va faire de la drift, une Bugatti des années 30 montée sur des routes bicycles qui est poussée à sa limite, la nouvelle Lotus qui vient d'être lancée, une Formule 1 des années 80, il y a à peu près n'importe quoi. Okay.
Rolls-Royce qui avait des décapotables, la nouvelle Dawn là, qui était sur place, qui faisait des rides aux gens. Bon, évidemment, le pace car de la F1 cette année, ça a été l'Aston Martin, le VUS, là, DBX. En vert, bon, dans sa version, il y avait plusieurs unités là-bas. Il y a de tout. Et ça roule en continu tout le temps sur cette espèce de circuit-là. Alors, c'est assez fascinant. Mais en périphérie de l'espèce de piste, tu vas avoir des activités comme du hors-route, de la drift, une couple de trucs comme ça. C'est quand même pas ça l'attraction principale. C'est surtout le hill climb, la piste principale. Et là, tu te mets à marcher sur le site parce que c'est que je pense que j'ai fait 22 000 pas cette journée-là, à me promener sur le site. Oui, c'est ça, exactement. Puis tu te mets à marcher sur le site, puis bon, une des premières trucs qui est super fascinant, qu'on soit attiré ou non par ce genre de voiture-là, ça demeure un spectacle, là. Le Supercar Paddock qui est chapeauté par Michelin. Évidemment, Bibendum était sur place. J'ai fait un selfie avec lui. Il y a plus de menton que toi, hein? Oui, quand même. Mais tranquillement, je le rattrape. C'est pas ce que j'ai dit. Tu sais, il y a plus de chances que ça arrive que que lui arrive à mon niveau, ça va être dur. Oui. Mais que moi, je le rattrape avec un peu de bonne volonté. OK. Bon, fin de l'histoire. Oui. Mais là, ton médecin de famille est moins fier. Moins heureux, okay. C'est ça. Mais alors, Supercar Paddock, c'est pas compliqué, pense à une voiture exotique, elle est là. Mais des trucs récents ou des véhicules plus vintage? Ben, c'est-à-dire, il y a une section vintage où tu vas avoir, bon, par exemple, je vais la nommer parce que c'est la plus mythique, une Ferrari 250 GTO Short Wheelbase 1962 qui vaut entre 50 et 60 millions de dollars. Wow. Elle est là. Wow. Pas plus compliqué que ça. À côté de ça, t'as quelques autres Ferrari qui valent seulement 15 ou 20 millions, mais t'as la 250 GTO qui est là, tu sais. De course, là, pas une rouge comme on a vu dans les expositions. Wow. Elle est verte et jaune avec des numéros sur les portes puis à rouler sur des circuits, là. Tu sais, c'est assez fascinant. Alors, il y a André qui nous dit ça coûte 100 livres pour entrer sur le site, donc 156 $ canadiens. Bon, merci pour la conversion. Ah oui, et soit dit en passant, j'ai voulu m'acheter un petit souvenir là-bas, alors je me suis acheté un polo à l'effigie de Renault Alpine qui était sur place. J'ai pris un large, comme je prends d'habitude. Mais c'est une taille anglaise. Les Européens, large, là, non, hein? Fait que ton fils a eu un beau cadeau? Je pense que même pour lui, il était 3. Ça n'a pas de bon sens. Tu l'as pas essayé? Ben, tu peux pas essayer ça vraiment sur le site, tu sais. Un polo large. Là-bas, tu peux te mettre en bedaine. Ouais, je sais bien, mais non, je l'ai pas essayé. Personne qui écoute Salut Bonjour à Goodwood, là. J'ai essayé le polo, puis ma blonde est partie à rire. Ah, tu sais, j'avais l'air d'un saucisson, là. Non, pas exactement ça. Ça marchait pas du tout. Fait que, avis à tous, j'ai un beau... Et évidemment, ben, tu sais, il coûtait 40 livres. Fait que j'ai dit, 40 livres, c'est pas si pire. Là, finalement, tu regardes la facture, c'est 67 $. Ouais. Ouais, bon, OK. Fait que, on va oublier. Puis l'encadrer? Et merci parce que là, je cherchais le nom dans ma tête. Il y a Dave qui me rappelle le nom de la voiture qui a battu le record. C'est la McMurtry Spearling. Ça, là, allez voir ça sur YouTube. McMurtry, c'est McMurtry. C'est la voiture qui a battu le record de vitesse de Goodwood cette année. Avant la semaine passée, personne n'avait jamais entendu parler de cette voiture. Moi, je l'ai vu aller en direct. Oui, mais personne ne sait c'est quoi. Personne n'a jamais entendu ça. Et tout d'un coup, on se met à battre un record de vitesse du jour au lendemain. C'était un secret bien gardé. C'est une monoplace qui entre dans la valise de Grosse Brune 2. C'est minuscule. C'est une voiture 100% électrique avec un pas un réacteur mais un propulseur à air, ou en tout cas je me souviens pas exactement du mécanisme. Tout ce que ça fait, c'est de siffler. Tout ce que tu entends là quand elle passe devant toi, c'est un sifflement. Mais la voiture est tellement petite, tellement étroite que tu as l'impression qu'elle défie toutes les lois de la gravité lorsqu'elle passe devant toi dans un virage et qu'elle va s'envoler à tout moment. Parce que ça... Donc, le principe de Lotus, d'avoir un véhicule très léger et très petit... Non, mais une Lotus, tu la regardes, tu sais... Mais le principe, l'idéologie est là. Oui, mais une Lotus, tu la regardes... Il y a Guy qui me dit c'est une turbine. Oui, voilà.
Une Lotus, tu la regardes, puis tu sais, de par son design, que c'est une bagnole qui est ancrée au sol puis qui va tenir la route. Oui. Ça, c'est pas ça. C'est juste rapide. C'est tout petit, avec des proportions bizarres, avec une espèce de cockpit monoplace. Tu vois passer ça, puis ça sillonne, puis tu dis, voyons donc, comment ça peut être agile à ce point-là? Faut pas oublier que c'est électrique, là. Mm-hmm. Donc, tu sais, il y a quelque chose, il doit avoir une certaine masse. J'ai pas étudié l'auto comme tel. Peut-être que l'autonomie est de 1,9 Elle km, passe devant toi, là, plus rapidement que n'importe quel Lamborghini. Ça a aucun bon sens. On dirait un cartoon. Puis elle a fait le 2 km en 39 secondes à partir de zéro. Écoute, c'était fascinant de voir ça aller. Je reviens au Supercar Paddock. Oui. Bugatti Veyron, Bugatti Chiron, des Koenigsegg, des Pagani, bon, évidemment, les Ferrari les plus rares, les Lamborghini les plus exclusives, la nouvelle Mercedes AMG One était là, Lotus... Celle qui n'existe pas vraiment? Bon, okay. La Lotus Evija était là sur place. Il y a quelqu'un qui te félicite pour ton vidéo, Robert qui te félicite pour ton vidéo avec ta grand-mère, que tu as republié aujourd'hui, qui est excellent. Ça faisait 5 ans aujourd'hui. Grand-maman est décédée depuis. Grand-maman est décédée depuis, mais ça fait un très beau, souvenir. Ouais. La barbe a poussé depuis, la voix a mué, 5 ans, ça passe vite. Elle a mué pas mal d'ailleurs. Hein? OK. mais non, alors c'est vraiment, le Supercar Paddock, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel en soi, de voir ça, de voir toutes ces bagnoles exotiques-là à un seul et même endroit, au point où tu te retrouves, tu sais, moi j'ai un faible pour la Ferrari Roma depuis que cette voiture-là est sortie, tu le sais, on l'a même essayé ensemble, cette auto-là. J'ai vraiment un faible pour cette voiture-là. Et là, il en avait 28. Ben, il y en avait une, mais elle passe totalement inaperçue. Ouais. Parce qu'une Roma, à côté d'une Bugatti Chiron autographiée, sur laquelle c'est écrit au Sharpie dans le bas de caisse la vitesse atteinte de 408,83 km/h. C'est pas mal plus exclusif qu'une banale Ferrari Roma. Oui, c'est ça. Fait que tu sais, tu verrais une Ferrari Roma dans les rues ici. Oui. Wow, tu te tournes la tête, tu vas voir la voiture. Ouais. Là-bas, c'est comme si tu croises une Mazda 3 ici. C'est à peu près ça. Fait que, tu sais, ton coup de cœur de l'événement, c'est quoi? Dans le Supercar Paddock? Ben, en général, là, c'est une question très J'ai ouverte. pas... Tu peux répondre ce que tu veux. Personne mon coup de cœur de l'événement. Mon coup de cœur de l'événement. C'est probablement le fait d'avoir vu 7 McLaren F1 à un seul et même endroit. Ouais. Bon, j'ai été impressionné par un paquet de trucs. Puis je pense que ça s'entend, là, j'en parle, puis je suis encore sur place. Mais il y a ce qu'on appelle là-bas une exposition qui s'appelle The Cartier. Puis on recrée une espèce de mini concours d'élégance de Pebble Beach avec des voitures d'exception. Il y avait par exemple une 288 GTO, une Ferrari F40, une F50 Spider, une magnifique, et ça je regrette de ne pas l'avoir prise en photo d'ailleurs, une Bugatti type 57C Atalante qui était splendide. Il y avait une Ferrari unique au monde, une 330 GT, mais qui avait été recarrossée par une entreprise française dont j'oublie le nom, mais avec des lignes super élancées, j'étais pas certain de trouver ça beau au début, puis plus je la regardais, plus je faisais, mais c'est magnifique, vraiment. Alors, tu sais, il y avait des trucs comme ça, et là, t'arrives, Lancia Stratos, toutes sortes de trucs, puis t'arrives, puis t'as ces 7 McLaren F1, qui est bon, on le sait, une McLaren F1 là-bas, c'est la voiture mythique des années 90, là, c'est le supercar des années 90 à moteur V12 BMW. Puis, 9-7, ça vaut entre 20 et 25 millions la copie sur le marché actuel. 9-7. Il y avait une version GTR. GTR, ouais. Le rouge avec il y avait en fait l'écriture jaune, là. Ouais. C'est unique, là. Il y avait 2 GTR. Il y avait cette version-là, puis il y avait une version long tail, donc allongée. Oui. Qui est moins belle, mais... Qui est moins belle, mais qui écoute, là. Oui, je sais. Tu sais, tu te dis, hey, j'ai vu une McLaren F1 aujourd'hui. Wow, mark the date. Non, j'ai vu 7. Puis en plus, elles étaient stationnées dans le gazon, puis il n'y a plus dessus durant la nuit.
Puis non seulement ça, mais tu peux t'accoter sur la voiture puis faire un selfie parce qu'elles sont, bon, je veux dire, les gens le font pas comme ça, mais il y a une proximité avec les véhicules qui est impossible chez nous en Amérique du Nord. Tu sais, une McLaren F1 dans un événement automobile ici au Canada, ça serait dans une bulle de verre avec des gardiens de sécurité, là. Wow. Là-bas, ça traîne. C'est presque ça. Dis-moi, sur le plan de la logistique, comment ils arrivent à faire ça? Parce que, tu le mentionnais, c'est sur un gros terrain gazonné. Ouais. C'est dans un petit village. Il y a une route qui arrive là. Comment ils font pour amener autant de véhicules à cet endroit-là? C'est une excellente question parce que, au-delà des expositions, il y a toute l'organisation. Il y a des kiosques, là. Le kiosque Porsche, c'est 4400 mètres carrés. Fait que ça, là, c'est gigantesque comme environnement. 3 bâtisses, des terrasses extérieures, des voitures un peu partout pour accueillir les gens, les enfants, les familles, des enfants qui veulent jouer sur des mini-voitures Porsche dessinées dans un kiosque qui leur a été destiné. Il y a un atelier mécanique avec des Porsche vintage, des vieux moteurs. Évidemment, tous les modèles de Porsche sont là. Il y a un café, il y a une boutique, il y a une ambiance avec un DJ, il y a un théâtre où tu peux voir des films sur l'histoire de Porsche. Nomme-les, là, il y a tout, là. Tu sais, si t'aimes pas les Porsche, va là, puis c'est sûr que t'en veux une. Tu sais, je racontais à... Quelle couleur tu l'as commandé? Ouais, c'est ça. Mais tu sais, je racontais à la blague à Mathieu Roy un peu plus tôt aujourd'hui, je lui disais, écoute, arriver là-bas, puis tu ne connais pas la marque, c'est sûr que tu veux une Porsche quand tu pars de là. Au même titre que quand tu vas à Saint-Tite, puis que t'es pas un amateur de musique country, tu repars de là puis tu veux t'acheter un cheval. Tu sais, ils ont tout mis en œuvre pour te faire tomber en amour avec la marque. Puis j'ai l'impression que ça, c'est une culture qu'on retrouve pas en Amérique du Nord. Cette façon de rendre accessible à tout le monde une marque qui ne l'est pas, puis de t'en faire rêver. On a réussi quelque chose de grandiose. Lamborghini a fait la même chose. Le kiosque Polestar, pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est Polestar, tu arrives là-bas, tu fais OK, c'est vraiment, vraiment, vraiment sérieux, là. Lucid était sur place. Renault était sur place avec l'Alpine A110, avec la Renault 5 électrique. Toyota était sur place avec la GR Yaris, la GR Corolla. Est-ce que la nouvelle Prius était là aussi? Les deux seules voitures, c'est GR Yaris et GR Corolla. Dommage. C'est tout ce qu'on avait sur place. Il n'y avait même pas de Supra, là. C'était vraiment, on avait fait, tu sais, c'était vraiment un petit kiosque qu'on avait fait, mais c'est ça, c'est que, bon, Genesis avait un gigantesque kiosque. Quoi? Ben, on avait la nouvelle G80 électrique, le GV. Okay, mais on s'en fout. Ben, c'est pas un salon de l'auto, là. Non, mais pas loin. Non, mais on avait, tu sais, Genesis a une prestance encore plus noble que ce qu'on a ici. J'ai l'impression que l'image de Genesis là-bas est encore plus relevée qu'ici en Amérique du Nord. Tu sais, j'ai rien contre la marque, là, mais puis écoute, moi pas ça à côté des McLaren F1, là. Puis ils ont là-bas une G70 en version familiale. Ça doit être beau, hein? Ben c'est quand même pas vilain. Ouais. Honnêtement, là, ouais. C'est quelque chose de bien fun. Shooting brake. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, j'ai vu quelques CLS 63 shooting brake là-bas. Et la plus belle des, je peux pas appeler ça une familiale, là, mais il y avait voyons, je vais te dire, Aston Martin Zagato. Ouais. Ah, c'est magnifique, ça. Ouais. Ça, c'est extraordinaire. Bref, c'est fascinant. Et là, tu te promènes sur le site, évidemment, et puis tu arrives à un moment donné à un endroit où c'est le stationnement du public. Ouais. Bon, j'ai fait un petit vidéo que j'ai mis sur mes réseaux sociaux là-dessus, parce que ça, j'en revenais carrément pas. Je pense que j'ai passé presque 2 heures dans le stationnement du public à marcher par regarder les autos des gens. Parce que ce sont tous des passionnés qui se pointent là. Et oui, mais en même temps, j'ai l'impression... Des gens un peu fortunés, donc ils arrivent pas là avec une carte aux puces dans les... Ben, si t'arrives là-bas avec une Peugeot 208, tu te stationneras pas à l'endroit où je te parle. Okay. Il y a un premier filtre. C'est ça. Tu sais, t'as une voiture qui est exclusive, on t'invite à aller dans ce stationnement-là. Okay. Puis tu sais, il y avait, je te dirais que la seule voiture trop banale que j'ai vue dans ce stationnement-là, c'était une Lexus IS 350 qui avait pas d'affaires là. Ouais. Parce que sinon, tu marches,
Ferrari, Lamborghini, Caterham, Lotus, Aston Martin, nomme-les, là, c'est une après l'autre. Des Lamborghini Urus, il y en avait comme il y a des Ford Escape ici. Puis encore, l'Escape, ça perd... là-bas, il y en avait partout. Puis si tu veux te démarquer, je pense qu'il y a quelqu'un qui a passé un commentaire un peu plus tôt à ce sujet-là. J'ai montré un Rolls-Royce Cullinan, mais modifié par Mansory. Ça prend ça. Ça doit pas être monstrueux, hein? Non, pas du tout. Il y avait un Lamborghini Urus aussi qui avait eu droit au même traitement. Une magnifique BMW Alpina B12 5 litres, donc une série 8 du début des années 90, mais modifiée par Alpina. Il y avait ça. Paul Simons qui me demande, y avait-tu une Robin Reliant? Non, ça je ne l'ai pas vu. C'est une voiture 3 roues, ça. Ouais. Qu'il y a dans Mr. Bean, hein, si je me trompe pas. On voit ça dans Mr. Bean, on le voit aussi dans Cars. Ah oui? Dans le deuxième film de Cars où il y a les voitures bon, mal aimées, là. Le deuxième puis le troisième, c'est moins bon. Le deuxième, c'est celui que j'ai moins aimé. Ouais. Puis l'autre. Le premier, c'est parfait, oui, là. C'est magique comme film, là. Mm-hmm. Avec Sally. Oui. Ouais. Avec la Porsche bleue. Ouais. Non, c'est extraordinaire. Puis Mia et Tia. Ah. Les deux Miata. Ah, les oui. jumelles Mia et Tia. Oui. Il y a Luigi. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah non, c'est un super film, ça. Mais bref, c'est ça. Ça vaut la peine d'aller là. Puis tu sais, tu peux pas tout couvrir. C'est de l'échantillonnage. Là, tu te promènes. Écoute, c'est un super événement. À l'année prochaine? À l'année prochaine. D'accord. Serge, j'ai dit, il n'y avait pas de reliant K non plus? Non. Non. Non, mais j'ai vu une Chrysler 300, fabriquée au Canada, conduite à droite. C'est très exotique pour eux, là. Pour eux, oui. Oui. Et quelques voitures américaines, une Camaro ZL1, un Challenger Démon. J'ai vu un Ram TRX modifié par NSI à 1000 chevaux. Et j'ai même vu un F-150 Lightning. Qui est pas commercialisé là-bas, mais bref, Ford n'avait amené un. Ford a dévoilé là-bas, d'ailleurs, un fourgon électrique de 2000 chevaux, là. Un Transit. Oui, avec un look, ça a quasiment l'air d'un camion de course. Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que ça, c'était sur place, là. Il y avait une coupe, des maquis. Est-ce qu'il pourrait se concentrer puis essayer de faire des véhicules qui se tiennent tous d'un morceau au lieu de faire des niaiseries comme ça? Ah, je sais bien. Il y a quelqu'un qui me demande, Ioniq 6, avez-vous des nouvelles? Oui, c'était... C'est quoi cette semaine, la folie, là, tu sais, de Polestar 5, ouais. Ioniq 6 et Volkswagen, comment on l'appelle? ID Aero. ID Aero, c'est ça. Je sais pas s'il y aura des petites bulles dedans, l'Aero. À la menthe. À la menthe. C'est ça. C'était pas mauvais, ça. Non. C'était comme un After Eight avec des petites bulles. Voilà, c'était un placement publicitaire. C'était la chronique alimentaire. ID6, oui, pas ID6, pardon, Ioniq 6. Je te coupe, là, parce qu'il y a Éric Boulet qui nous demande est-ce que la Fiat 124 est disparue. Oui. Ça fait 2 ans. Oui. Puis oui, il y a peut-être des concernants qui en ont encore à vendre. Là, Non, en fait, comme il n'y avait aucun autre véhicule de type jouet disponible, les dernières se sont écoulées dès le début de la pandémie. Là, ça n'a pas été bien long. Fait que c'est ça. Terminé. Faut aller dans l'occasion. Ioniq 6, nouvelle berline, donc une de ces 3 berlines-là électriques qui a été dévoilée cette semaine. Ouais. On n'a pas tous les détails encore. Coupé à 4 portes, c'est très très chic, très élégant. Sur la nouvelle plateforme là, EGMP. Ouais. Qu'est-ce qu'on aura comme batterie? C'est pas clair ni identifié encore. Alors, ce sera à suivre dans les prochaines semaines. Je me serais attendu c'est à ce qu'on nous surprenant, dévoile un VUS à 3 rangées. Là. Pour moi, si tu veux arriver avec quelque chose d'intéressant en Amérique du Nord en ce moment... Ben, ils vont arriver avec le Hyundai 7, là. Oui, le Concept 7. Oui, mais c'est long, là, arriver. Ouais. Ben, c'est long. Ça va être pas mal moins long que l'arrivée du nouveau Chrysler Airflow ou des nouveaux Buick électriques. Ou du Ram Révolution. Ouais, c'est ça. Tu sais, j'ai l'impression que bon. Oui, le Buick Wildcat E. Ouais, c'est ça. Ça va être long, hein. Wildcat, c'est ça. Je sais pas. Ça va être long. C'est quoi l'autre là aussi qu'on a dévoilé là? Bon, là-bas, il y avait une Alfa Romeo, il y avait un gros kiosque Alfa Romeo avec le nouveau Tonal. Tonal hybride. Ouais. J'ai pris place à bord du véhicule. Et puis?
c'est pas mal. Comment t'as trouvé le nouveau Dodge Hornet? Ouais, c'est ça. C'est pas mal, mais C'est je suis étonnant. pas convaincu. Celui que j'ai trouvé très beau, par exemple, c'est le nouveau Maserati, plus petit. Bon, le nom m'échappe encore. Le VUS Maserati, Plus mais petit plus que le compact. Là. Levante, Oui, oui, ok. c'est ça. Grécal, Oui. c'est ça. Grécal. Grécal, mais très beau. Celui-là, vraiment, beaucoup de cœur esthétique. Ça, c'est vraiment bien. Mais Est-ce que c'est tout sur la même plateforme? Ou je- ça n'a rien à voir avec le tonal? Je m'excuse, je n'ai pas la réponse à Ah, cette question. d'accord. Moi non plus. Mais bref, Ok. c'est ça. Puis là-bas, évidemment, c'est un marché un peu plus important. Puis Alfa Romeo, ça a l'air de bien aller là, de ce côté-là. J'ai un fil. Ben, ici aussi, Oui. ça va bien. Un Dodge Journey 3.5 pour tirer, bon ou pas? Ben, ça dépend de tirer quoi. Ouais, c'est ça. Si c'est tirer votre poignée de change, c'est correct. Ben, c'est parce que ça consomme tellement. 3.5, ça, c'est les premiers. Non? Ouais. Oui. Oui, C'est les premiers. Puis, ouf, non, je toucherai pas à ça, moi, jamais. Et ça, c'est effrayant. Là. Parce qu'il y avait la 5 vitesses avec ça. 4 vitesses. 4 vitesses. 4 vitesses. Ça, puis 4 roues motrices, là, c'était effrayant. Là, c'était du 15, 16, 17 litres au 100 en faisant pas, tu sais, à l'âge, là. C'était Ouais. effrayant, la consommation de ça. Non, je toucherais pas à ça, puis la qualité, puis hop, jamais. Même si c'est pas cher, là. Parce que c'est assurément pas cher, là. On Ouais, s'entend. mais tu peux être surpris de ce temps-là, tout est cher, là, tu sais. Oui, mais tout est relatif aussi, là. Ça peut pas être cher un vieux Dodge Journey, là. Ouais, c'est ça. Ok. Bon. Comment? À quand la fin de la Jetta? Ça, c'est Ah. Maël qui nous demande ça. Ben, en fait, c'est drôle qu'on nous pose cette question-là parce que au lancement de la Jetta 2022, Ouais. auquel j'ai assisté il y a quelques semaines, la question a été évoquée et on nous a dit que le modèle allait perdurer jusqu'à la fin de la présente décennie, au minimum. Donc, on va le renouveler. Ben oui. Ils peuvent parce pas que étirer ce modèle-là là, pendant mettons, 10 ans. tu sais, on va avoir 2022, 3, 4, Ouais. peut-être 5 en étirant. Donc, il y aurait effectivement de la place pour une 8e génération parce que on n'a toujours pas fait le saut à la 8e avec la Jetta. On est toujours à la 7e. Là. Ouais, Fait que, ouais. à Fait que suivre. c'est pas mort. On continue d'avoir un minimum d'intérêt chez Volkswagen pour vendre la Jetta. Là. Est-ce que la ID Aero remplace la Passat? Bon, on se posait justement la question, peut-être un peu aussi l'Arteon, disais-tu? Oui, parce que ben, ça aussi, ça a l'air d'un coupé à 4 portes. En termes de format, ça aura l'air de quoi? C'est dur à dire parce que c'est des photos pas des photos faites par ordinateur, mais pas Ouais. loin, là. Fait qu'on n'a pas de référence, on n'a pas de dimension non plus. Fait que c'est une bonne question. Il y a Pierre qui nous demande pourquoi on parle jamais des Porsche 944. Il y en avait une magnifique dans le stationnement là-bas. Il y en Une avait 940 hier aussi chez Épicure. Oui, bon. 944 Turbo 1989 qui avait seulement 13 000 kilomètres. Et d'ailleurs, je trouve ça assez particulier. En Angleterre, Oui, quand on parle de consommation de carburant, oui. on parle en 1000 au gallon. OK. OK? Mais c'est un 1000 impérial. C'est pas c'est un gallon impérial. sortir, C'est là, un je 1000 sais déjà qui, plus. c'est un 1000 qui n'est pas exactement le même qu'aux États-Unis. Donc mais on te vend l'essence en litres. Ah oui. Donc on est aussi encore entre les deux. Là. On est encore, il y a aucune logique qui tient là. Ben, Tu sais, moi je connais mon poids en livres. oui, même si De- on est passé au C'est système ça. métrique. Tu sais, des fois ici on parle les deux. Tu sais, j'ai Oui. une capacité de remorquage, c'est en livres, c'est pas en Ah oui, kilos. en Bon, kilos, bon, c'est pas trop. Là. mais là-bas, c'est officiellement mêlant. OK. Tu sais, on parle d'un véhicule en 1000 au gallon, mais on te vend des litres d'essence. 1 livre 90 le litre. Ouh! C'est pas pire, ça. Oui, hein, parce que ça fait comme 2 $. Ben, ça fait 2 Ça fait 3 le Pas litre. 3 Là. Tant que Ben ça. oui, c'est au moins 1,5, là. Ah oui, quand Au même. moins 1,5. Mon chandail que j'ai acheté à 40 livres a coûté 67 Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il ne va pas s'user. Non, il ne va pas s'user. Non, c'est C'est sûr. important. Les coutures vont rester belles. Ben, magnifique.
En fait, on va demander à la prochaine personne qui va le porter parce que ça sera pas moi. Ah, ok. C'est ça qui va arriver. Toi, J'aimerais ça que tu le mettes la prochaine fois. Ça va être beau, sans façon. Alors moi, pendant que j'étais... Mylène qui me dit Antoine va faire tes maths et Denis qui vient de nous dire que la réponse est la Pontiac G6. Ouais, Denis, un petit peu en retard, mais merci. Alors, effectivement, Oprah avait remis plusieurs dizaines de Pontiac G6. C'est ça. C'est ça. Pendant que j'étais... And you get a car, and you get a car, and you get a car. Hein, quand même. Mais c'est ça. Pendant que j'étais du côté de l'Angleterre, toi, t'étais allé faire comment on appelle ça? À Salt Lake City, t'étais allé faire du ski. Non, bref, t'étais allé faire, t'étais allé te promener en voiture électrique. Oui, effectivement. On l'a eu. Okay. C'est ça. Oui, donc c'était le lancement de la Cadillac Lyriq, encore un autre véhicule pour lequel on ne sait pas si on doit dire le ou la. Premier véhicule 100% électrique chez Cadillac. Non, ne me parle pas de la ELR, je t'en prie. Version à 2 roues motrices propulsée qui nous laisse un peu sur notre appétit parce que 340 chevaux pour un véhicule si gros, si large et surtout si pesant. C'est pas si gros. C'est quand même gros. Pour une voiture, pour un multisegment à 5 places, là, c'est gros. C'est très, très gros. C'est massif, c'est large. Mais c'est surtout extrêmement pesant. Un Cadillac XT5, mettons. Oui, mais plus aplati, plus large, avec un empattement très long. C'est très, très bizarre comme proportion. On a un très long devant, alors qu'il n'y a rien. Parce que en plus, dans une version traction, dans une version propulsion, c'est-à-dire, il n'y a pas de moteur à l'avant. Ouais. Et as-tu un coffre, oui? Non, il n'y a pas de rangement. Non. Non, on a réservé cet espace-là pour la version à 2 moteurs, mais si on n'a pas de moteur en avant, on n'a pas d'espace. OK. Fait que ça, c'est peut-être un petit peu décevant. Mais oui, ça pèse 5500 livres. C'est autant qu'un Cadillac Escalade. C'est extrêmement pesant. Ça se ressent. 340 chevaux, c'est vraiment pas impressionnant dans un véhicule comme ça. Mais moi, je conduis ça, puis tout ce que je me dis, c'est la version à 2 moteurs, ça va être correct. Okay. Fait que si j'en avais réservé un, ben j'aurais mis mon nom sur la liste d'attente d'une version à 2 moteurs. Pour moi, ce sera la version la plus intéressante. Tu l'aurais pris quelle couleur? Ah ben ça, c'est une autre excellente question. Parce que tu avais le choix entre gris et c'est tout. Même pas de gris pâle ou de blanc. Pas de noir, pas de blanc. C'est gris charcoal, là, foncé. Et c'est la seule couleur offerte pour le moment. Tu sais, la fameuse citation de Henry Ford. Henry Ford qui disait on peut vous l'offrir n'importe quelle couleur en autant que ce soit noir. Ouais. Et ben là, chez GM, on vous a dit on peut vous l'offrir n'importe quelle couleur en autant que ce soit gris. On nous dit que plus tard, là, on arrivera avec une peinture noire. Franchement, j'avais l'impression qu'on se foutait de notre gueule. Fait que, je sais que on accroche sur des détails, mais c'est ça quand même. Et je me permets un détail aussi. Quand on a assisté à 2 présentations de ce véhicule-là, on voulait vraiment nous donner beaucoup d'informations. Ouais. Et il y a un designer du véhicule qui est venu parler de ça. Paul, il dit une nuance de gris. c'est à peu près. En fait, c'est pas de nuance de gris. C'est ça. Ouais. Et donc il y a un designer qui vient nous parler du véhicule et qui raconte une anecdote. Et là, on se replace, là, on est en 2022 quand même, et il nous dit j'ai pris le véhicule il y a quelques semaines pour parcourir une distance, là, je vais dire 200-300 000, peu importe, là, passer d'un état à l'autre. Et là, il dit, ouf, ça nous faisait spécial de devoir gérer l'autonomie. Quand on accélérait, ben l'autonomie baissait. C'était impressionnant. Et lui, il avait jamais pris place à bord d'une électrique avant ça. Il venait raconter ça aux journalistes et aux membres de la presse et devant des gestionnaires de GM. Hey, c'était gênant. J'avais envie de dire, je t'inviterais à lire mon texte sur le Mazda MX-30 conduit en plein mois de janvier. Là, on aurait pu parler d'anxiété
l'anxiété liée à l'autonomie. Ouais. C'était la première fois qu'il conduisait un véhicule électrique. T'étais en plein milieu de l'Utah, là, où j'imagine que le réseau de bornes de recharge doit être extraordinaire. Ça n'a aucun sens, là. Tu sais, on est dans un endroit, je vais pas dire anti-véhicule électrique, parce qu'on en croise plus que j'aurais imaginé, plus que dans d'autres villes ou régions, là. Mais effectivement, là, à l'hôtel, j'ai pas vu de borne de recharge, j'ai pas croisé non plus de borne de recharge sur la route. Fait que, mais oui, d'avoir ce designer-là qui nous Et quand tu as une borne de racontait- recharge à l'hôtel, il y a souvent un Silverado 3/4 de tonne de parquet en avant Oui, qui fait c'est que ça. tu l'utiliseras pas. Mais ouais, d'avoir ce designer-là qui nous a parlé de son expérience en véhicule électrique, tu sais, ça me faisait penser Ben oui, mais- à genre Sylvain Juteau ou Daniel Breton en 2012 ou 13 qui nous parlait d'une Nissan Leaf, tu sais, ou d'une des premières Model S. Écoute, Là, 10 ans plus tard, on nous parle d'une première... ça n'a pas de sens, là. moi j'ai Ces assisté, gens-là sont déconnectés. au lancement du C40 de Volvo à Palm Springs, en Californie, il y a il y a 2 mois peut-être. Ouais. Et on était tout fiers de nous présenter d'une part la possibilité d'avoir une borne de recharge à domicile Wow! pour faciliter la recharge de son véhicule électrique. Et on était tout fiers aussi d'annoncer un partenariat signé avec Starbucks, les cafés Starbucks. On sait que le premier restaurant Starbucks a été ouvert à... voyons, je vais te le dire. À Seattle. Ah. À Seattle. Ah oui, là. Et dans l'État de Washington. Et on était fiers de dire qu'on avait créé, depuis Palm Springs jusqu'à Seattle, un réseau de 15 bornes de recharge pour que tu puisses partir de la Californie et te rendre à Seattle au premier café Starbucks Ouais. en n'étant jamais en cours de charge, Ouais. en manque de Mais charge. mettons qu'on veut effectuer d'autres trajets, on fait quoi? Tu sais, Que- là, c'est 15 bornes de recharge. Moi, j'étais là, j'ai au Québec, réseau de bornes de recharge, on en a 3500. Là. Ouais. Puis ça continue, là, Puis chaque c'est- jour, il en rajoute, là. On- Ouais. On n'est pas là. Non, On n'est non. vraiment pas là. Ah, c'est- Mais bref. Mais le lyrique, j'ai hâte de voir pour vrai. Moi, j'ai hâte de le conduire parce que je trouve qu'il a une sacrée belle gueule. J'ai trouvé que ça portait pas aussi dur que d'autres véhicules électriques. Là, j'ai pas senti que les suspensions en avaient plein Ouais. les bras. Tu sais pas, il y a quand même des roues de 22 pouces en plus. Ouais. Mais non, j'ai trouvé ça relativement confortable. C'est sûr que les routes sont beaucoup plus belles qu'ici, là. Ça aide énormément. Mais oui, la version à 2 moteurs, ça ça promet d'être intéressant. Est-ce que ça le sera? Je ne sais pas. M'en va en Californie, moi, demain. Oui! Bonne chance à l'aéroport. Oh boy! Ça Parce que sera pas drôle. C'était périlleux. J'ai pris 4 vols, moi, 2 à l'aller, 2 au Ouais. retour en Utah. C'est pas mêlant. Les 4 ont été retardés. J'ai jamais reçu autant de messages textes que pendant ces 2 journées-là parce que les vols étaient retardés à Ouais. chaque fois. C'est l'enfer voyager en ce moment. Voilà. Alors, bon voyage en Californie. Merci. Alors, tu sais ce que je m'en vais faire en Californie. Bien sûr. Bon, alors, il y a quoi, 2 mois à peine de ça, je me trouve en Californie avec ma copine et on s'en va se promener et je tombe sur un rassemblement automobile, un Cars and Coffee, comme il y a lieu en Californie à plusieurs fois dans la ville de San Clemente. Et je marche et je vois soudainement un Jeep J10 1977, rouge et blanc, Levi's Edition, intérieur en jeans, avec la boîte de fibres à l'arrière, camion qui est relativement original, qui a été partiellement repeint, mais sinon relativement original. Est-ce que les jeans te font ou c'est comme le t-shirt et ça te fait pas? Ben, elles sont usées pas mal. Ah, ok. Je dirais, les jeans sont usés pas mal. Mais 43 000 milles, boîte manuelle, 6 cylindres en ligne, 4x4, climatisé avec le gun rack. Ah oui? Et là, je vois que le véhicule est ensuite à vendre. Ah, Il y a une pancarte sur le véhicule et arrive une jeune fille de 19 ans qui est la propriétaire du Jeep et qui me dit ben oui, mon véhicule est à vendre. Et là, moi, évidemment, combien? je me mets à parler avec elle. Puis, t'es Canadien, le véhicule, c'est les couleurs du Canada.
Puis là, OK, c'est un peu drôle. Bel argument de vente. Oui, c'est ça. Puis moi, j'ai dit, ben, je viens du Québec, puis l'intérieur en jeans bleu, ça fit aussi, tu sais. Mais cela étant dit, c'est pas ça. C'est que un J10, ici, t'en vois plus. Et pour ceux qui savent pas ce que c'est un Cherokee pick-up de cette époque. Bon, puis J10, c'est avec le 6 cylindres, J20, c'est avec le V8, bon, etc. Et 4x4, et là, elle commence à me parler de l'histoire de... Ah, ben, il y a Dave qui me demande c'est quoi la brochure d'aujourd'hui. Il faut attendre. Là. On y arrive, là. Ça sera pas long. Mais bref, il me parle, la demoiselle me parle et me dit, j'ai acheté ce camion-là dans l'État de Washington l'année passée, du propriétaire d'origine. Le véhicule a passé sa vie à aller chercher des canards. Et encore. Et ce qu'elle me raconte, c'est que le monsieur... Là, moi, à ce moment-là, j'ai posé la fameuse question. Oui. Est-ce que les coins de cabine sont propres? Ah, c'est ça. Okay. Ouais, puis est-ce que ça avait tendance à rouiller? Ouais, puis est-ce que les docks de ventilation sont nettoyés? Ah, elle est excellente! Hein? C'est excellent. Bon, fait que je vais amener quelques UR pour payer le véhicule. Exactement. Oui, mais ils veulent des dollars US, eux autres. Des billets verts. Ouais, c'est ça. Fait que toujours est-il que elle me raconte l'histoire et grosso modo, le monsieur l'a acheté neuf et lui avait une terre où les gens allaient faire de la chasse aux canards. OK. Et là, on flinguait des canards, puis à la fin de la journée, le pick-up partait, pout, allait chercher les canards, ramenait ça. D'où la raison pour laquelle il y a probablement un porte-arme, un gun rack à bord du véhicule, là, tu sais. Puis c'est tout ce qu'il a fait dans sa vie, le camion. Alors, il y a 43 000 milles. Il n'a pas eu la vie trop dure. Il n'a pas eu la vie trop dure. Il est rouge sur le capot, donc rouge sur le dessus, blanc sur les côtés. Elle a refait peindre le blanc et ça a été un peu mal fait. Fait que c'est un peu ma déception. Mais j'ai fini par m'entendre avec elle, acheter le véhicule. Là, ça fait quand même plusieurs mois. Elle a accepté de me le garder tout ce temps-là. Et là, demain, je prends l'avion avec Fiston. On s'en va chercher le camion en Californie. Je l'ai envoyé dans un garage pour réparer quelques fuites d'huile et problèmes et faire changer les pneus qui étaient très secs. C'est un véhicule qui a 40 quelques années quand même. Qui a quand même pas mal mon âge, là, donc 45 ans. Alain me demande si c'est un J10 ou un J20. C'est un J10 avec le 258, 6 cylindres en ligne, manuel, 4 vitesses. Ça va aller vite sur le retour, hein? Ben, vitesse maximale, c'est écrit dans le cadre de porte 75 000 à l'heure. C'est pas nécessairement guéri pour faire de la vitesse. Fait que ça va être pout-pout pour le retour. Puis ça va être pout-pout pendant 5000 km. Ouais, exactement. Parce que je prends l'avion, je m'en vais là-bas, je récupère le véhicule, j'amène Fiston sur le quai à Malibu, au départ de la route 66, et on fait la route 66 en sens inverse. Je te dis pas que rendu quelque part en Oklahoma, je bifurquerai pas pour accélérer le tempo un peu parce qu'il y a des coins qui sont pas nécessairement super le fun, mais tu sais, ça va être intéressant de faire Californie, Arizona, Nouveau-Mexique, la partie du Texas qui est très courte sur la route 66 pour revenir tranquillement en espérant que j'avais pas de problème mécanique, mais je pense que j'ai mis les chances de mon bord. Fait que oui, tu as mis les chances de ton côté, tu as acheté un véhicule moderne, fiable et garanti. Oui, c'est ça. Il ne devrait pas y avoir de problème. Ouais, Luc qui me demande quel âge a Fiston, ben il a 12 ans. Fait que donc il ne conduira pas. Non, il ne conduira pas, mais c'est ça. Il y a Pierre qui me dit j'ai eu un J10 83 que j'ai vendu en 2010. Ouais. Fait que c'est ça, c'est ma prochaine aventure. C'est pourquoi il y aura pas de live la semaine prochaine. Il est possible qu'on en fasse un dans 2 semaines si t'es revenu. Si je suis revenu, puis c'est ça. Mais bon, évidemment, puis là, ben, ça sera de traverser tous les États, d'amener ça aux douanes, de le traverser, de passer l'inspection. Alain dit, j'espère que ton fils a son passeport. Oui, et j'ai vérifié parce que j'aurais pas voulu devoir composer avec ça. Non, aller dormir. De ce temps-là, ça n'a pas de bon sens. Une autre affaire qui n'a pas de bon sens. Une autre affaire qui n'a pas de bon sens. Puis c'est drôle parce que moi, quand j'ai acheté le véhicule, tu sais, j'ai été omnibulé par la condition, le ci, le ça. Et la demoiselle qui me le vend, qui a décidé de me le vendre parce qu'elle trouve que c'est un véhicule. Écoute, c'est très drôle. Elle a 19 ans, elle fait du surf à tous les jours avec son chum. Elle a acheté ça parce que mettre les planches de surf en arrière, c'était cool, puis elle le trouvait cute. Mais tu sais, là-bas, tu peux rouler ça à l'année, puis c'est pas trop un problème. Des véhicules des années 70, 80 qui roulent à tous les jours. C'est ça.
il y en a, entre guillemets, plein. Là. C'est ça, il y en a plein. Et puis là, elle dit, ben écoute, c'est un véhicule pas nécessairement pratique. Fait que j'ai décidé d'acheter quelque chose d'un peu plus convivial. Un Nissan Rogue gris. Elle a acheté un Tracker 1991. Décapotable. Mais là, les planches de surf, t'es mettre de travers. Ben, un petit peu, mais enfin bref. OK. Mais en même temps, c'est un camion qui est pas nécessairement évident à conduire. Là. Ça peut être capricieux. La position de conduite, c'est particulier. Moi, j'ai hâte de voir comment je vais m'adapter parce que je t'avoue que bon, ça va être quelque chose comme expérience, ça c'est sûr. Mais c'est ça. Alors, c'est une fille de 19 ans, un petit peu bohème, un petit peu hippie, qui a acheté ça. Carrément. Puis là, ben moi j'achète ça, puis Dieu sait quand est-ce qu'on s'en reverra. Okay. Puis là, pour ceux qui me demandent est-ce que je vais faire des vidéos, je vais peut-être faire un petit clip par jour en fin de journée, juste comme récapitulatif. J'ai-tu des problèmes? Ça s'est-tu bien passé? Qu'est-ce qu'on a fait dans la journée? Mais ça va être des petits stand-up que je vais tourner avec mon téléphone. Je n'ai pas de caméraman avec moi. Je m'en vais pas travailler sur place. Je vais essayer de profiter de ces moments-là avec Fiston. Et je vais faire des petits clips que je vais partager. Puis vous serez capable de me suivre peut-être jusqu'à Champlain. Parce que rendu aux douanes, c'est dur de filmer. Ils n'aiment pas bien ça. C'est ça qui arrive. Effectivement. On espère pouvoir voir ce véhicule-là à Grande-Bay, aux voitures anciennes. Peut-être. Ça serait bien. Ça serait le fun. Ça serait bien. À côté de la Grosse Brune, du Grand Wagoneer, de Grosse Brune 2. Ouais. Tu sais, on fait ça. On va s'amuser là-bas. Bon, brochure de la semaine. Oui. On va terminer avec ça parce que, tu sais quoi, il est déjà passé 8 heures. Oui. Mustang 94e épisode, hein, aujourd'hui. Alors, j'ai sorti la brochure de la relance. On déjà sur la nostalgie, hein, en mettant une photo du modèle des années 60. Oui, modèle de 65. Puis, moi, je me suis... Bon, 94, c'était l'année où je graduais de mon secondaire et où Germain n'était pas encore dans les plans. J'étais dans les plans, mais en 94, je devais commencer à y penser. Je suis arrivé en 95. Ah, c'est ça. Mais ta mère est enceinte 14 mois, hein, c'est ça? Non. OK. Pas mal neuf. Là. Pas mal neuf. Mustang GT 1994, on avait rehaussé la puissance à 215 chevaux. Et pourquoi je dis rehaussé? Parce que bien que plusieurs personnes pensent que la Mustang 93 avait 225 chevaux, comme la 92, la 91, la 90, on avait volontairement abaissé la puissance à 205 chevaux dans la 93 pour pouvoir dire que le nouveau modèle 94 à 215 chevaux était plus puissant que l'ancien. Ce qui n'était pas vrai. Ce qui n'était pas vrai. Puis on a offert le moteur 2 litres, le moteur 5 litres pour 2 ans dans cette Mustang-là, avec cette planche de bord symétrique dont on était si fiers et qui a tellement mal vieilli, avec les coussins gonflables intégrés. On avait déjà les coussins gonflables à la fin de l'autre génération. Ouais, conducteur seulement, des gros volants. Ouais. Ça, c'est une option qui est assez rare. Un toit rigide pour une décapotable en 94, j'ai pas vu ça souvent. Non. Bon, évidemment, celle qu'on aimait, c'était la GT avec les 17 pouces, le système audio Mac 460, tu sais, c'était le Pace Car à Indianapolis, si je me trompe pas. Très possible. Puis tu sais, c'est une époque, c'était le fun aussi parce qu'il y avait des choix de couleurs. Oui, pas comme le Cadillac Lyric où il y a... Regarde ça, là, il y en avait, là. Oui. Tu sais? Du jaune, du turquoise, du rouge. Ouais. C'est ça. Puis pas les 70 variations de gris, noir, blanc. 3, 4? Ben oui, rouge éclatant, rouge Rio, rouge laser, iris métallisé qui est une espèce de mauve, 2 verts. Non, c'est pas, on me dit que ces 4 teintes de rouge sont maintenant rosées parce que le clear a tout brûlé. Oui, exactement. Mais au moins, on les a offerts. Oui, on les a offerts. T'as plein de bonne volonté. Fait que c'est une bagnole, moi, qui m'avait fasciné lors de son lancement, mais qui a pas nécessairement été la Mustang la plus convoitée. Puis qui a rapidement... toujours pas la plus convoitée. Non, c'est ça. Qui a rapidement mal vieilli. Oui. Puis qui utilisait toujours le même châssis que les Fox Body, c'est-à-dire de 79 à 2004, on a utilisé le même châssis pour la Mustang, il faut quand même le faire. Hein. Bon, on a fait ça avec le Ranger longtemps aussi. Oui, c'était un camion. On a étiré. Exactement. Bon voyage, monsieur. Merci. Alors, au plaisir de vous revoir. La réponse, c'était Pontiac G6. Oui, c'est ça pour ceux And you get a car. And you too.
Merci. Au revoir. Au revoir.